Ich soll natürlich auch so wie Tallinn ist. Ich muss sagen, ich kenne Tallinn nicht, aber Tallinn ist vom Okaju. Und für mehr besser Informationen über wen Tallinn ist, wend ich vertrauensvoll um meinen Co-Moderator, den ich da kann, ganze Curriculum vitae gehen. Merci beaucoup, bonjour à tous. Alors, j'ai donné ma présentation à la très dernière minute, donc je ne sais pas si elle a pu. Bon, ce n'est pas un problème de présentation, mais un problème de... Voilà. Et du coup, je voulais vous parler de la notion d'accès aux origines. On a commencé d'entamer les discussions par rapport à ce sujet ce matin avec, avec la gestation pour autrui et avec les notions de filiation également. C'est un sujet qui est assez complexe et pour ça, je voulais commencer par vous présenter un peu le cadre légal et les projets de loi qui sont en cours au Luxembourg afin de comprendre un peu mieux puisque il y a trois notions assez différentes à comprendre. La notion d'adoption, d'accès aux origines et de filiation qui sont liées mais qui sont également pas liées dans le sens où l'accès aux origines ne remet pas en cause, par exemple, la filiation et l'adoption peut être une des raisons pour laquelle on se pose des questions par rapport à ses origines. À l'adoption, on avait donc un projet de loi qui s'est transformé en loi assez récemment cette année. Et j'étais, d'ailleurs, je vous précise, censée faire la présentation avec un collègue de la CCDH, Monsieur Max Mouzel, qui est dans le programme mais qui est malheureusement absent aujourd'hui et qui s'excuse de son absence. C'est pourquoi j'ai également partagé dans cette présentation les avis de la CCDH qui peuvent être intéressants pour vous. Vous trouverez tous ces avis et toutes ces présentations dans le formulaire qui a été donné à l'entrée avec QR code. Donc, si vous souhaitez plus d'informations, ils seront disponibles là. Et puis, ce sur quoi je vais me concentrer aujourd'hui, c'est l'accès aux origines, parce qu'il y a ce projet de loi 7674 qui porte organisation de l'accès aux origines, d'une adoption ou d'une procréation médicalement assistée avec un tiers d'honneur. Dans le tableau, on pouvait voir que ce projet de loi est plus ancien que celui de l'adoption et pourtant il est encore en discussion. Il y a aussi le projet de loi par rapport à la filiation qui est en discussion depuis encore plus longtemps et dont le- l'aboutissement n'est pas encore tout à fait clair. Par rapport à l'accès aux origines, l'Ocajou a rédigé un avis que vous pouvez, breaking news, retrouver depuis hier sur notre site internet et qui est disponible également dans le QR code. Et donc, je vais vous le présenter. Par rapport à l'accès aux origines, il y a un premier point qui est assez intéressant et important de distinguer, c'est les différences entre origine, parentalité, parenté, filiation. En effet, les origines, c'est le lien biologique qu'une personne a et contextuel de la naissance. La parentalité, c'est plus la fonction d'éduquer, d'élever un enfant. On l'a déjà mentionné ce matin, il y a des pères qui ne sont pas les pères biologiques et qui pourtant éduquent un enfant. Et puis la notion de parentalité, de parenté, je me, je me trompe également, donc vous voyez, ce n'est pas un sujet simple, ce qui est le lien juridique ou biologique. Et ensuite, pour l'accès aux origines, ce qui nous intéresse, c'est l'accès aux données. Donc, et il y a plusieurs types de données. Il y a des données médicales, des données non identifiantes et des données identifiantes. Or, tout cela a une importance par rapport à l'enfant. Ce qui nous intéresse, nous, du point de vue de l'Ocajou, c'est l'enfant, évidemment, et ses droits. La notion de droit à l'identité, c'est un droit qui est ancré dans la Convention internationale des droits de l'enfant, à l'article 7. Et on a aussi la Convention européenne des droits de l'homme qui reconnaît à l'article 8 le droit à la vie privée. C'est pour ça que ce sont des sujets avec une importance clé pour l'accès aux origines.
Il y a plusieurs raisons pour lesquelles une personne peut vouloir avoir accès à ses origines. Des raisons psychologiques, identitaires, une importance pour la construction de soi, de son sentiment d'appartenance, comprendre son histoire, comprendre d'où l'on vient. Mais comme on l'a dit, c'est pas forcément quelque chose qui est évident puisque ça a toujours existé, des enfants qui ne sont pas forcément de leurs parents sans le savoir, etc. Ce qui pose peut-être problème et ce dont on a plus conscience aujourd'hui, c'est le traumatisme que cela peut induire sur l'enfant s'il l'apprend tardivement, par exemple, ou s'il n'a jamais eu connaissance de ses origines. Un deuxième point qui est important, c'est la notion médicale. Parce que une personne qui n'a pas accès du coup à ses origines et à des données médicales par rapport à son patrimoine génétique a en effet, par rapport à d'autres personnes qui ont connaissance, une perte de chance pour le traitement de certaines pathologies, également pour pouvoir comprendre d'où viennent certains problèmes de santé, etc. Et puis pour le traitement de certaines pathologies. Donc, la notion de prévention et de suivi des pathologies. Euh, on peut passer à la prochaine. Voilà. Et donc, le législateur, dans ce projet, doit faire un exercice assez complexe puisque, il faut trouver un juste équilibre entre plusieurs droits et plusieurs libertés qui sont mis en avant dans ces discussions. Il y a notamment dans ce projet de loi plusieurs discussions par rapport à certains cas particuliers dont on examinera après un peu les différents aspects. Mais pour en revenir un peu à l'importance de connaître ses origines et à ce droit, cela a été reconnu au niveau des Nations Unies et de la Cour européenne des droits de l'homme, comme quoi il est étroitement lié au droit humain à l'identité et les États doivent proactivement prendre des mesures pour permettre au maximum aux personnes d'obtenir des renseignements sur leurs origines biologiques. Il est également mentionné dans la Convention internationale des droits de l'enfant, sur laquelle se base évidemment le travail de l'Ocajou, en disant que l'enfant est enregistré dès sa naissance et a droit, dans la mesure du possible, de connaître ses parents et d'être élevé par eux. On a vu qu'il y avait donc différents enjeux et différentes limites, parce que les limites sont pas seulement idéologiques, elles peuvent être aussi pratiques. La connaissance des données et le stockage des données, c'est pas non plus une chose qui est forcément très aisée comme ça, même si dans la théorie on pourrait se mettre d'accord sur le fait qu'il faut les avoir. C'est pas finalement c'est un sujet comme on l'a vu ce matin qui est au niveau international. On en parle dans le contexte de la GPA, des législations qui sont différentes d'un pays à l'autre. Et ça peut être le cas, par exemple, justement, par rapport à l'accès aux origines. Si une législation d'une GPA est différente dans un pays, alors les conditions pour l'acte de naissance sont différentes d'un pays à l'autre. Et c'en est de même pour la PMA, puisque la PMA, il y a des cas où on peut avoir accès aux données identifiantes, aux données non identifiantes, aux données médicales, et d'autres pays où ce n'est pas le cas. Il y a des pays où le don est anonyme et non rémunéré, et des pays où il est possible qu'il soit rémunéré. Et évidemment, comme on en est tous conscients, le Luxembourg étant un petit pays, et comme on en a vu ce matin, il est possible d'aller dans d'autres pays pour avoir accès à cela. Donc voilà. Et puis, il y a évidemment aussi des considérations psychologiques à prendre en compte. Il faut éviter que les droits des uns soient bafoués ou priorisés par rapport aux droits des autres. Et, euh, et ça, on a notamment, par exemple, un point clé, c'est l'accouchement sous secret, qui est du coup discuté dans ce projet de loi, puisque certains pays l'autorisent, certains pays ne l'autorisent pas. Et la limite de l'accouchement sous secret, c'est qu'il est possible de donner des données non identifiantes si la mère le souhaite. La question est de savoir quels sont aussi les droits de la mère dans ce processus si elle ne souhaite pas donner d'informations. Et également prendre en compte que on oppose souvent, du coup, dans ce contexte, droit des femmes et droit des enfants. La femme en question qui donne naissance peut être mineure d'âge également. Donc, l'opposition des droits dans la mise en balance est complexe.
En revanche, ce qu'on peut noter par rapport à l'intérêt supérieur de l'enfant dans ces discussions par rapport à l'accès aux origines, c'est que il y a une nette tendance qui va dans le sens d'accorder une place primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant. Cela ne veut pas dire que le droit de l'enfant prime sur tout, mais pas non plus dire que c'est un simple intérêt comme un autre. Et pour cela, je vais vous citer, c'est un peu fastidieux, mais quelques réflexions qu'a porté le Comité des droits de l'enfant. Donc, d'une façon plus globale, dans certaines recommandations qu'il fait par rapport aux États, le comité a dit qu'il considère que le droit à un enfant de connaître ses géniteurs ou parents biologiques risque d'être limité considérablement en cas d'accouchement anonyme, de boîte à bébé, de secret d'adoption, ainsi que de l'anonymat du don de gamètes ou d'embryons. Ça, c'était donc pour inciter les États à réguler en la matière. On a l'observation générale numéro 14 du Comité des droits de l'enfant qui concerne l'intérêt supérieur de l'enfant. Donc, pour ceux qui ne savent pas, peut-être, la Convention internationale relative aux droits des enfants est donc une convention auquel le Luxembourg fait partie. Et certains articles de cette convention étant assez simples, ou pas assez détaillés, disons, les États rédigent des observations générales, enfin le comité rédige des observations générales pour guider les États dans l'application de ces droits. Et notamment, il y a une observation générale sur l'intérêt supérieur de l'enfant qui mentionne ceci. Les autorités et les responsables devront analyser et mettre en balance les droits de toutes les parties concernées, en ayant à l'esprit que le droit de l'enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale signifie que les intérêts de l'enfant ont un rang de priorité élevé et ne sont pas une considération parmi d'autres seulement. Il convient donc d'attribuer un plus grand poids à ce qui sert au mieux les intérêts de l'enfant. Donc le comité de l'enfant indique vraiment que l'intérêt de l'enfant est un droit fondamental parmi les droits fondamentaux. En revanche, la Cour européenne des droits de l'homme est un peu moins claire, mais va de plus en plus dans la même direction. Euh, Par exemple, elle est moins claire dans le sens où elle a déjà autorisé, enfin, accepté le fait que certains États ne permettaient pas la levée de l'anonymat. En revanche, on a certains arrêts qui garantissent un accès concret et non, enfin, ou, pardon, je recommence, certains arrêts où la Cour explique que les États doivent garantir un accès concret et non purement théorique aux origines, même dans des systèmes prévoyant l'accouchement sous secret. Et ça a été repris. Le droit à connaître son identité et son ascendance fait partie intégrante du droit à la vie protégé par l'article 8. Euh, donc ça, c'était pour la mise en balance des droits et c'est pas toujours simple, mais ce que nous dit donc la Cour européenne des droits de l'homme, c'est que ça doit donc être apprécié in concreto, c'est-à-dire au cas par cas. Maintenant, pour en revenir au projet de loi, on, l'Ocajou est comment dire, heureux de ce projet dans le sens où il ne remet pas en question la diversité des familles, dans le sens où l'accès aux origines n'a pas d'impact sur la filiation. Certaines procédures pour avoir accès aux origines sont prévues et il y a un principe de collecte de données pour les adoptions. Donc, c'est des points qui étaient quand même nécessaires par rapport à certaines failles dans la législation. En revanche, certains points pourraient être améliorés et d'un point de vue plus général, quant à la gestion, par exemple, des données. Il est pour l'instant prévu qu'un ministre compétent soit chargé de la gestion des données et l'Ocajou, par exemple, recommande une désignation un peu plus claire de ce mécanisme qui gérait la collecte de données, puisque si c'est une collecte de données par rapport à l'accès aux origines, on se doute que c'est des données hautement sensibles et vous savez tous aujourd'hui que la collecte des données est un point très important dans nos sociétés. Ensuite, justement, la qualité et la centralisation de ces données, puisque il faudrait que cette base soit centralisée, soit indépendante et soit spécialisée dans la collecte des données. On souhaiterait également un meilleur accompagnement des personnes concernées dans ce projet de loi.
puisque que cela prévoit un soutien en effet pour les personnes qui sont à la recherche de l'accès à leurs origines, mais aussi un accompagnement, comme c'est le cas déjà, vous l'avez mentionné par rapport à l'adoption, des personnes qui ont recours à des procédures d'adoption, mais de PMA et de GPA, pour être sensibilisées à l'impact que a l'importance d'avoir accès à ses origines sur les personnes. Euh, Ensuite, la notion d'âge et de discernement. Ça a été mentionné ce matin également. La notion de discernement de l'enfant, c'est pas toujours quelque chose qui soit simple à déterminer. En revanche, la limite pour avoir accès pour l'instant dans le projet de loi est 18 ans, ou selon le discernement de l'enfant. Et si ce n'est pas possible, il y a un recours, des voies de recours avec la garantie d'être entendu, représenté et d'accéder à un juge, notamment pour les mineurs en désaccord avec leurs représentants légaux ou les majeurs sous tutelle. Or, s'il faut l'accord du responsable légal ou que les majeurs sous tutelle ne peuvent pas y avoir accès à ces voies de recours, cela pose quand même des questions par rapport à l'effectivité des voies de recours et du coup de l'accès aux données. Donc ça, c'est important que toute personne puisse avoir accès aux données quant à ses origines. Et l'âge de discernement, on pourrait songer à un modèle qui soit plutôt progressif. D'autres pays, par exemple l'Autriche, il me semble, l'accorde à partir de 14 ans. L'Allemagne a une levée progressive de l'anonymat à partir de 16 ans sous certaines conditions. Donc peut-être qu'il serait intéressant que le législateur, quant à la détermination de l'âge, précise les raisons pour lesquelles la barre est fixée à 18 ans. Ensuite, il y a des situations spécifiques, comme on l'avait mentionné précédemment, et j'aimerais revenir sur des points particuliers qui sont l'accouchement sous secret, la PMA avec un tiers donneur et la gestation pour autrui. Quant à l'accouchement sous secret, euh, là, l'Ocajou propose un modèle qui soit intermédiaire entre le secret absolu et la divulgation obligatoire, en exigeant au moins la conservation et la transmission de données non identifiantes par rapport au profil médical de la personne ayant accouché de l'enfant. C'est-à-dire que il faudrait un mécanisme qui puisse permettre d'avoir accès aux données, notamment ce que l'Ocajou constate, c'est l'absence de possibilité d'avoir accès aux données médicales, qui est assez problématique pour les personnes que nous rencontrons dans leur construction et dans leur évolution. Pour cela, il a été réfléchi de potentiellement présenter une pièce d'identité ou un autre document qui puisse déterminer l'identité de la personne sans qu'il soit pour autant transmis, mais histoire de savoir au moment de l'accouchement comment retrouver, comment avoir accès à ces données. Et puis enfin, il y a, en cas de non-reprise de l'enfant dans le projet de loi, une mention d'une suppression des données qui se fera de manière automatique. Or, c'est pareil, ça pose question par rapport à la suppression des données, puisque finalement, si c'est l'autre personne, parent biologique, qui reprendrait l'enfant, euh, on se demande comment se ferait du coup l'accès aux origines par rapport à, par exemple, la mère qui aurait donné naissance. Pour la gestation pour autrui, sans revenir sur le débat de la légalisation ou non et de ce que cela implique, il est vrai qu'une fois que l'enfant est vivant et au Luxembourg et sur le territoire, il faut qu'il ait accès aux mêmes droits qu'un autre enfant. Et donc au droit d'avoir accès à ses origines. Or, la GPA est absente de ce projet et c'est peut-être un point qui pose problème. Et pour cela, eh bien pareil, l'Ocajou recommande qu'il y ait un mécanisme obligatoire de dépôt d'informations dans cette base nationale sécurisée dès que l'enfant né par GPA est accueilli au Luxembourg. Quant à la PMA finalement avec un tiers donneur, la recommandation, ce serait de la même façon d'instaurer dans ce registre national, de prévoir la collecte systématique des données, y compris quand la PMA est réalisée à l'étranger.
puisque quand elle est réalisée au Luxembourg, évidemment, elle n'est pas encadrée de la même façon qu'une PMA réalisée à l'étranger, et d'informer les parents d'intention sur les droits de l'enfant dès le début de la procédure de PMA. Enfin, quelque chose qui a été, que je tiens quand même à souligner parce que ça a été rajouté dans les amendements, c'était là où il y a une difficulté par rapport à l'accès aux origines. Et ce que nous ne souhaitions pas à l'Ocajou, c'était d'inscrire le mode de conception sur les actes d'état civil. Donc d'inscrire si l'enfant est né par PMA, GPA ou accouchement sous secret, puisque ça peut causer des discriminations pour plein de raisons, si l'enfant voyage dans certains pays où c'est interdit, etc. Et ça a été proposé dans les amendements, c'est donc pas le cas. Le problème, c'est que du coup, ça remet pas ça remet en question, mais ça rend d'autant plus compliqué l'accès aux origines, puisque comme on l'a mentionné, ça dépend de la volonté des parents de le dire ou non. Voilà, c'est toute la complexité de cet avis et de ce projet de loi. Vous pouvez en avoir plus d'informations en consultant l'avis et le QR code. Je vous remercie. Intervention, question. C'est Allez-y, ça pour madame. moi. Je voudrais revenir sur l'article 7 des droits de l'enfant. Comment peut-on justifier avec une PMA ou une JPA? Alors, à ce moment-là, l'enfant ne peut pas vivre avec ses parents. Ses parents, c'est pas logiquement ses parents naturels et il peut pas vivre avec eux. Et deuxièmement, deuxième question, je crois que les droits de l'enfant s'appliquent aussi, les droits de l'homme s'appliquent aussi aux droits de l'enfant. Alors, ne faut-il pas inscrire le droit à la vie dans la Constitution? Alors, ça protégerait aussi les enfants. Merci. Merci pour votre question. Je recherchais l'article 7. Donc l'article 7, il dit en effet, l'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et dans la mesure du possible le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux. Il y a cette notion de dans la mesure du possible parce qu'évidemment, c'est pas possible dans tous les cas. Et je sais pas si j'ai la compétence nécessaire pour répondre par rapport aux questions de PMA et de GPA. En revanche, ce que j'aimerais mettre par exemple en balance, c'est le fait que il y a toute une diversité d'enfants qui n'ont malheureusement pas connaissance de leurs parents d'origine biologique. Ça peut être les enfants nés par PMA et GPA, mais également tous les enfants qui sont adoptés voilà les parents, enfin les enfants qui n'ont plus de parents. Euh, c'est pour ça qu'il y a une telle formulation dans la mesure du possible, puisque certains enfants peuvent malheureusement être orphelins ou dans d'autres discussions. Par rapport à la PMA et la GPA, c'est compliqué de répondre.